on va parler plutôt de mon expérience avec Eric Romer. Et donc lui, quand je l'ai rencontré, il avait déjà 70 ans, il connaissait déjà très bien son métier. Et finalement, la manière dont il m'a parlé toujours de ses films, il ne disait jamais ses intentions. Je n'ai jamais entendu Eric Romer me parler de ses intentions dans ses films. Hein. Les intentions, il pouvait les avoir, enfin les avoir en tête peut-être ou pas, ou peut-être sont des intentions qui lui sont prêtées après avoir vu le film, et à ce moment-là le film appartient au public et chacun peut y voir ce qu'il veut. Mais lui, sur le plateau, ne m'a jamais parlé d'intention. Et par exemple, des diagonales qui auraient une signification X ou Y dans le conte d'été. Aussi parce que si on parle d'intention, même si on les a, elles disparaissent, quoi. Ça les tue. Ça tue l'acte créatif. Enfin, d'après moi, d'autres gens ne pensent pas comme ça, mais je pense à Romer aussi, puisque entre nous, on n'en parlait jamais, ça aurait été une grossièreté que je lui demande. C'est comme si j'avais voulu porter atteinte à son film que de lui demander qu'il m'explique ses intentions. Donc lui me donnait toujours des paramètres de contraintes. Et il a établi tout son cinéma dans la contrainte. Et c'est une chose, finalement, on est tous contraints dans la vie d'une certaine manière. Et au lieu de le subir, au contraire, que ce soit un choix et que ça permette d'être un acte créatif. Le directeur photo, il a donc la responsabilité de l'image, et finalement, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le crois. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon expérience. D'autres chefs opérateurs ont d'autres points de vue sur ce métier. Hein. Moi personnellement, je considère qu'il faut faire parler l'image. Ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, c'est la narration. Donc effectivement, j'ai toujours voulu réaliser, c'est peut-être pour ça que la narration m'a tellement intéressée. Et à mon poste de directeur photo, c'était comment faire parler l'image. Et on a plusieurs outils, enfin plusieurs choses dans notre besace pour faire parler l'image. Il y a évidemment la lumière. La lumière, donc, c'est quelque chose qui est concret, hein, c'est une onde sur laquelle il y a un petit corps qui s'appelle le photon et qui touche soit les cônes chez les êtres humains et qui forment le bleu, vert, rouge et l'image, soit dans l'image argentique le gradion d'argent, soit en numérique le pixel. Mais enfin, tout ça, c'est finalement la même chose. C'est juste une matière qui peut paraître invisible, parce que là, je la traverse avec ma main et je ne ressens rien, mais il faut quand même toujours s'imaginer que c'est une matière solide, qu'on travaille comme un peintre travaille sa terre glaise. Donc, on a à notre disposition différents types de projecteurs qui vont nous donner différents types de lumière, qui vont donner un ressenti suivant si c'est de la lumière diffuse, si c'est un peu vert, si c'est un peu gris, si c'est un peu jaune. Enfin, vous avez tous des notions en tant que spectateur. Parfois, on est à l'aise avec une image et parfois on l'est moins. Donc, la lumière et la qualité de la lumière fait partie de ce domaine un peu émotionnel qui touche l'inconscient du spectateur. Donc, c'est aussi la composition de l'image. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Eisenstein, le film Son fond, sa forme. Voilà, c'est un film un peu difficile à trouver, mais il est passionnant sur la stratification et ça, c'est sur la composition de l'image. Et pour moi, l'image animée n'est pas la même que l'image arrêtée. Enfin, je ne construis pas de la même manière une photo et un plan. Mais par exemple, Raoul Coutard, lui, pour lui, il construit de la même manière une photo, un plan. Donc c'est vraiment à nouveau, chacun a son point de vue, hein, et le vôtre m'intéresse autant. Donc le mien, en tout cas, c'est ça. C'est que je ne construis pas une image de film comme je construis une image de photo, et dans la composition, évidemment. Le film, son fond, sa forme. Donc là, bon, moi je me suis nourrie, hein, pour arriver à ce métier, je me suis nourrie de peinture, parce que j'aime beaucoup la peinture. Donc j'ai étudié la peinture, la lumière chez les peintres. C'est comme ça que j'ai étudié la lumière, plus que chez d'autres chefs opérateurs. Ce que j'ai appris par Coutard, dont j'ai été l'assistante,
c'est déjà que le chef-op est au service du film, on fait le film du réalisateur qu'il a dans sa tête. On ne fait pas le film que nous on veut faire pour que dans notre carrière on ait un César. Et d'autre part, on s'adapte. Parce qu'il y aurait en gros deux écoles de lumière. Une école de lumière qui serait celle d'Alcan, et puis Darius Congy vient derrière, Delbonnel, c'est-à-dire Alcan, quand je lui ai demandé comment il pensait la lumière, parce que pour moi au début c'était vraiment un inconnu, aussi bien comment se forme l'image que comment se fabrique la lumière. Donc il m'a dit, lui Alcan, il rentre dans une pièce, il ferme tout et il recrée ce qu'il a en tête. Alors que Coutard, lui, quand je lui dis mais comment faites faire la lumière, lui il arrive ici, il voit où sont les prises électriques, où sont les sources, les fenêtres, et il va concevoir son image à partir de là. Eduardo Serra, par exemple, que j'ai interviewé aussi, lui, il m'a dit qu'il imagine, chaque séquence, pour lui, est construite au préalable pour faire il sait à quel moment il y aura des contres plus ou moins forts. Il le visualise comme ça en le dessinant son film, séquence par séquence. Moi, j'ai pas du tout cette méthode. Je vois le film dans son ensemble au départ, comme un tableau, et puis les séquences vont être plutôt des arrière-plans, un rouge qui va se placer un peu au milieu du tableau, qui représentera le film dans son ensemble. Mais ça, c'est des manières qu'on peut avoir chacun des prévisualisations de l'image finale du film, puisque finalement, faire un film, c'est comme un peu faire quand à Carthage, les mosaïques, c'est-à-dire c'est des tout petits morceaux, et puis quand on s'éloigne, on voit un ensemble. Hein. Donc, enfin, moi, je le visualise comme ça. Donc, pour faire cet ensemble, il y a les couleurs, bien sûr, il y a la lumière, la composition, c'est-à-dire si on va tourner en 1,33, en 1,66, en 1,85, en 2,35, ça, on ne va pas cadrer de la même manière, on ne va pas placer les lignes fortes de la même manière. S'il y a des termes que j'emploie, que vous ne comprenez pas, posez-moi la question, parce que parfois j'ai l'impression que... Quand on dit qu'on tourne, non, voilà, le format de l'image, c'est... je vais le dessiner alors. C'est le ratio, en fait, c'est le ratio de la hauteur sur la largeur, qui est le format de l'image qui sera impressionné ou diffusé. Donc par exemple, Rohmer, dans Contes d'été, on a tourné le film en 1,33, c'est-à-dire 4 ou 3 sur 4, parce que je suis dyslexique, hein, mais c'est 4 sur 3 ou 3 sur 4 qui donne égal à 1,33. Vous voyez, par exemple, c'est 4, comme ça, je sais c'est plus large, et 3. Voilà. Donc si vous divisez 4 par 3, ça vous donne 1,33. C'est la diagonale, c'est le... Et si vous faites un 1,66, ça veut dire que l'image va être un peu plus large. Et puis si c'est un 85, ce qui se fait maintenant, parce que dans les multiplex, il se trouve que avoir plusieurs fenêtres et plusieurs objectifs pour diffuser des films de différents formats oblige à avoir plus de projectionnistes. Donc assez rapidement avec les multiplex, tous les films passaient en 1,85. Donc si vous faisiez un film en 1,33, comme par exemple, on revient à Le Maire et la médiathèque, quand il passait dans les salles normales, bah, les gens ils avaient tous la tête coupée. C'est comme si vous exposez un Picasso, puis toc, on le recadre à chaque fois. Enfin, sans que nous on soit Picasso, mais je veux dire, c'est cette idée terrible de changement dans la composition. Donc par rapport à la mise en scène, le choix du format modifie la mise en scène. Normalement, là je vous dis des généralités, hein, parce que le cinémascope, donc 2,35, les arrière-plans sont beaucoup plus présents. Donc, ce sont des metteurs en scène qui travaillent beaucoup leurs arrière-plans dans ce qu'ils racontent. Et nous, par exemple, on ne va pas travailler sur le nombre d'or. Moi, je travaille sur des triangles en scope pour placer mes points forts. Donc, vous voyez, ça raconte quelque chose d'autre. Et donc, par exemple, Contes d'été, vous pouvez
pouvez, nous on l'a tourné en 1.33 et en 1.66, parce qu'à l'époque du compte d'été, il y avait encore des fenêtres 1.66. Et pour la télé, il est passé en 1.33. Romer adorait le 1.33. Il y avait beaucoup plus d'air au-dessus des têtes et il y avait beaucoup. Et les mains se voyaient bien. Ça correspond vraiment au cinéma d'Éric Romer, le 1.33. Après, si on a fait par exemple l'anglaise en 16/9, c'est parce qu'on l'a tourné en vidéo. Donc 16/9, c'est 1.77. Et Astrée et Céladon, le dernier, on l'a fait en 1.33 qu'on a collé dans du 1.85 pour être sûr que les projectionnistes ne puissent pas couper les têtes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on possède pour faire parler l'image, la composition avec les formats. Les mouvements, évidemment, racontent beaucoup, si c'est du steadicam, si c'est de l'épaule, si c'est une caméra de pointe, si c'est un travelling, si c'est fixe. Ça, c'est aussi à notre disposition. On a les objectifs, le choix des objectifs, parce que chaque série d'objectifs a sa particularité, qui va nous donner une image ronde, une image plus aiguë, une image plus bleue, une image plus jaune. C'est subtil. Là, quand on en arrive là, le spectateur, il ne peut pas voir vraiment. Hein. Ils peuvent juste ressentir une impression. On peut voir quand on fait les essais avant un film et qu'on passe par exemple sur la même image, par exemple je filmerai ça, et je mets une série Cook, une série Zeiss, une série, un ingénieux, et après je passe cette même image en continu et je vois les différences de rendu. En général, je mets quand même un visage en avant-plan. Hein. Et c'est là où on choisit l'objectif, c'est comme ça qu'on choisit l'objectif. Donc on a les objectifs, on a les supports, on sait le choix des pellicules, puisque quand on tournait en 35, on avait une dizaine de pellicules à notre disposition, on a toujours d'ailleurs chez Kodak une dizaine de pellicules à notre disposition, et 2 pellicules positives, on a plusieurs pellicules inter qu'on peut choisir suivant le contraste qu'on veut donner. On pouvait aussi jouer sur le temps de développement des bains, pour donner un caractère à l'image et lui donner un sentiment, enfin ce que j'appelle un sentiment. Et puis, on a aussi donc, en vidéo, c'est la même chose, c'est le capteur finalement maintenant. Moi quand je choisis une caméra vidéo, maintenant je regarde l'image qu'elle donne et je considère que chaque type de caméra avec chaque type de capteur correspond à une pellicule, à une sorte de pellicule. Et ça, il y a des pellicules donc, qui sont plus ou moins contrastées, plus ou moins douces, plus ou moins colorées, avec des aberrations chromatiques dans les hautes lumières et basses lumières, ou qui ont partout une aberration chromatique. Alors c'est comme ça que je vais choisir. Alors après, je vais vous expliquer comment après je choisis. Et donc, on a aussi les filtres. On peut filtrer, on peut mettre un filtre devant la caméra. Qui change la couleur, qui change le nom de l'image. On a aussi des filtres qu'on peut mettre devant les projecteurs, qui sont des gélatines et qui nous permettent aussi de modifier la température, la couleur des projecteurs. Donc ça, en fait, ce sont en gros ce qu'on a à notre disposition pour caractériser notre image. Je ne rentre pas maintenant dans la post-production parce que c'est encore un énorme champ maintenant qui commence à exister avec le numérique. C'est un autre débat. Là, je parle un peu du métier de directeur de la photo assez classique. Hein. Il est en pleine évolution. Là, on sait que l'image est mutante, on sait que... Enfin, vous le savez tous, quoi. Donc, ça serait un autre... Moi, je ne peux pas vous en parler très bien parce que c'est trop proche de moi, en plus. On est en train de le vivre, quoi. J'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la manière dont, voilà, par exemple, donc là je vais surtout parler de mon travail avec Éric Romer, me donner un scénario, comment je commençais à concevoir l'image par rapport à tous ces paramètres, et comment on discutait de l'image pour arriver à une image qui corresponde au film qui allait être fait, puisqu'on ne refaisait pas à chaque fois le même film. On essayait d'inventer des choses, et puis surtout que ça raconte, que ça aille dans le sens du film, que ça aille dans le sens de l'histoire qui est racontée. Donc à chaque fois, on faisait des choix différents, aussi bien de pellicule que de caméra, que d'objectifs, et de formats. Bon, les formats, on les gardait quand même, hein, parce que ça, Romer était très attaché au 1.33, et il fallait faire des concessions. C'est-à-dire que ça soit projetable autant en 1.66 qu'en 1.33.
C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune perche dans le 1,33 en gros, hein, ou d'horreur en haut et en bas. Et que ce soit quand même élégant. Voilà.